Bonjour tout le monde. Alors, Faisal Jeridan, je suis le fondateur et le président de la société Olea Medical. Je suis très content de vous avoir dans cette salle pour nos premiers Olea Innovators. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'Olea Innovators? Je vais vous raconter une petite histoire. Ça se passe en 1998. Il y a un petit jeune, un étudiant d'informatique, qui a essayé de faire médecine. Ce petit jeune, en 1998, il travaille dans un laboratoire de recherche du CNRS, à Marseille, chez le professeur Cozon. En 1998, l'imagerie de perfusion en IRM pour les accidents vasculaires cérébraux, c'est quand même pas très répandu. Et à l'époque, l'algorithme de déconvolution, il prenait un peu beaucoup de temps. Ça 2h47 en MATLAB. Pour une utilisation clinique, c'était quand même pas très idéal. Cet algorithme, il est descendu à 1 minute grâce à cet étudiant. Alors cet étudiant, en 2000, il se dit je vais peut-être créer une start-up, je vais essayer de faire quelque chose. Il va voir son directeur de laboratoire qui lui dit non, il faut tout donner à Siemens. Siemens, ils vont essayer de le faire. Alors cet étudiant, il envoie son CV à Siemens. Et Siemens, à l'époque, ils estiment que c'est pas très utile, c'est pas dans leur stratégie, ils le veulent pas. Voilà. Et ce projet, il aurait pu s'arrêter là. Mais cet étudiant en question, c'est moi. Donc, Siemens, à l'époque, ils ont créé leur concurrent d'aujourd'hui. Et ça, je ne ferai jamais la même erreur qu'eux. Moi, je veux créer mes amis de demain. Et c'est pour ça que j'ai créé les Olea Innovators, pour aider les petits. Alors même si je ne suis pas très maigre, j'aime pas les gros, même si je ne suis pas très maigre, et j'aime bien les petits. Et je ferai tout pour aider les petits. Parce que, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on a besoin de l'innovation. Et l'innovation, ça se saurait si les grands groupes étaient très très innovateurs. Ça vient plutôt des petits en général, qui se font digérer, tout manger, tout cru, etc. Alors moi, je suis moins digeste que les autres, donc ils n'ont pas réussi. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être pas très digeste. Donc on est là pour aider les petits à réussir. Je vous remercie pour eux d'être là et d'écouter leur présentation. Il y a 2 catégories de gagnants aujourd'hui. Il y a une catégorie industrielle, si vous voulez. On n'en a pas reçu beaucoup, on en a reçu une dizaine. Une dizaine, parce que c'est la première fois qu'on le faisait. On va le refaire pour l'année prochaine, on va lancer ça à la RSNA. On espère en avoir quelques centaines cette fois-ci des candidatures. Alors, la première catégorie, c'est on va industrialiser cette technologie parce qu'on pense vraiment qu'on peut la commercialiser, qu'on peut la mettre sur le marché. Et on va aider la personne, le docteur Todd Parrish, à réaliser son rêve. Il est venu avec son papa des États-Unis. Ensuite, les petits jeunes. Donc, ces petits jeunes, leur technologie, elle n'est pas encore mature. On ne peut pas encore l'industrialiser tout de suite. Par contre, elle est très prometteuse. Du coup, ils gagneront une petite bourse de recherche pour pouvoir les encourager à continuer dans cette direction. Voilà ce que c'est qu'Olea Medical. Think outside the box, aider les petits, et c'est l'ensemble de l'union des petites innovations qui fera de nous un grand de l'imagerie. Grâce à vous tous. Et les petits, c'est Olea Medical pour nous. Voilà. Donc je vais donner la parole au docteur pour commencer Todd Parrish, mais juste avant, je vais laisser Romain le présenter. Alors, Todd, just a few words in English. And so Todd's coming from Northwestern in Chicago and has a PhD from the University of Minnesota in the US. And Todd likes to do 2 things at a time in life. So he likes to fly and surf. That's why he is kite surfing. And the other thing is he's like to tackle both T1 and T2 imaging at the same time. So Todd Parrish is going to talk now about a potentially revolutionary approach to diffusion and permeability imaging. Okay, thank you very much for the opportunity to be able to present this and hopefully share it with the rest of the world. I have been working in neuroimaging and neuroscience imaging for 20 years or so since I've been at Northwestern in Chicago, and have stumbled upon this in the sense that
This is a field outside of where I've really studied, is looking at perfusion and permeability. But I think it's that outside of the box thinking that was able to bring these two techniques together to hopefully provide all the information we need in understanding tumors. So just a quick background. Perfusion imaging, or dynamic susceptibility contrast imaging, uses T2 star weighted images that are collected rapidly during the first pass of the contrast agent, so just when it goes through the vasculature. And I'm going to be speaking mainly about brain tumors, but this can be applied to other organ systems as well. And from this, we've seen in the literature that the blood volume is a primary indicator of grade or aggressiveness of the lesion. And the alternative way of looking at perfusion is called dynamic contrast enhancement, or looking at the leakage of the contrast agent out through the blood-brain barrier into the extravascular space. And this allows us to estimate this permeability, or the leakage rate, and those parameters have been shown to also be able to be capable of showing the grade or response to treatment. So typically these are done independently, alone, because of the way we have to use the contrast agent, and I think the way that we've been taught to read these images as well. There have been a few studies that have tried to put this together, these two techniques, and they would run the dynamic contrast enhancement first to sort of preload the vasculature with contrast agent so we don't get any of these leakage effects when we start to calculate for the perfusion data. And so this is typically done with 2 injections of a full dose of contrast. So you're giving 2 doses of contrast, which certainly now that we know about these contrast agents, there's safety issues. The logistics of this scanning, do you do it 2 days apart, or in the morning and afternoon, or back to back, and then all the related cost issues with that. An alternative approach has been to use 2 half doses of this agent, in which case you're compromising both of these measurements. So neither one of these are really satisfying solutions. However, the work has shown that the identification of these lesions is much better when combined. So this is a schematic of really what happens during perfusion imaging. And you start the data collection. These are volumes that you'd be collecting every 1.5 to 1 second. And the contrast agent arrives. You see this effect of the T2 star effect as it washes through the vasculature. And really the area highlighted in the box is what's used for the analysis to calculate perfusion. So the data, and actually the baseline data here, but any of the data out here is not really used at all. So this is kind of wasted time. It allows for delays in the injection, and certainly in stroke imaging you would see delays as well. So this is a typical experiment. So what we've proposed is we can monitor this signal in real time during the image reconstruction and see when this time course matches what parameters we've programmed in, and we can switch from the susceptibility contrast sequence, the T2 star sequence, to the DCE sequence, the T1 weighted sequence, and at which point this is done automatically, and then you can monitor the enhancement or the leakage of that contrast agent through the blood-brain barrier. And this scan is at a much slower rate of roughly 10 seconds per volume, and you would do this over a much longer period of time of, say, roughly 10 minutes, anywhere from 6 to 10 minutes. So the time scales are very different, and the contrasts are very different. And the real detail is in this switching parameter. To do the whole protocol, we would need a little bit of time in the beginning, about a minute or so, to collect a few images to be able to calculate a T1 map, and some baseline dynamic data to use in the analysis of the DCE data. So looking a little bit closer, here is the DSC acquisition that's happening. We have set it up so that we collect a baseline. This, again, is the time course of one of our subjects that we did in a proof of concept study. And the red dots in here are what we're using as baseline. So we can calculate this baseline,
And once we've gone beyond that, we can now start to detect the start of the contrast arrival here, which my student, I guess, likes the iPhone because everything has an eye in front of it. So we got eye start. We have this eye minimum, so we can detect when the contrast agent is really maximally through the vasculature. And then really the critical point is this eye stop, where we would then switch over to this dynamic contrast enhance. And you can see that the spacing of these volumes are roughly, again, a second, and here 10 seconds. So the scale is very different. So we're monitoring every scan as we come along here, and then at some point we switch and then collect all this data. So initially, this is how it looks in an individual patient that we did. We have our blood flow and blood volume maps that we can calculate, the mean transit time. So these are typical parameters that we would get from the perfusion data, this initial wash through. And then we can look at the longer term leakage of this agent out around the lesion itself and see what this K-trans or the permeability measure is. We did run into a few speed bumps, of course. In this case, this was a failed case where the person started to have some movement during our baseline determination, and so that threw off this algorithm, and in fact, you can see the time scale here is much longer. It actually never detected a switch point, so we missed the DCE component of this. So we're planning now to add in some real-time motion correction and monitor this as well to minimize these movement artifacts. Then now we can collect these two data sets, and we would be where everybody is today in terms of having both of these signals, but we want to improve those and go even further. So we can capture what's called the arterial input function using the high temporal data of the dynamic susceptibility contrast, the perfusion study. We can convert that to concentration, and we have this high temporal resolution concentration curve. If we subsample this, just to give you an idea of what the DCE measurement would provide us, we sample down to, I can't quite read that, but I know it's close to 10 seconds. And you can see the differences in the actual curve, and the key parts are the shape of this curve and the absolute value of the peak concentration. And so in the field now for DCE, it's often, we just use a standard canonical arterial input function, and it's not personalized to the individual. So now we can use this high temporal resolution one to inform the DCE experiment even better, so we can get more reliable individual data for these tumors. And as I mentioned, this can be done in any organ system. I work mostly in the brain, have deviated a little bit into the neck, but haven't gone really below that. So we're working with colleagues at our institution to try this in breast and prostate. Those should be relatively straightforward. The liver imaging is going to be a bit trickier due to respirations, and we're going to try to tackle that this coming year. And then again, it's important to get as much information as we can. So coupling this with structural data, morphologic imaging, and diffusion imaging, which we'll hear later on, I think is really going to give us a good picture of what's going on in these lesions and help us parse people out into the proper treatment protocols, but also monitor treatment and make sure that we're doing the best we can. And that's it. Thank you. Thank you. Comme symbole du prix, so the symbol of the prize, this is only a sphere in your name. Well done. Excellent. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Merci beaucoup pour lui. C'est une technologie auquel on croit beaucoup et ça pourrait faire gagner beaucoup de temps pour les examens et apporter une information que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. La prochaine personne que j'appelle, c'est Gabrielle Fournet, de Saclay. Alors, j'avoue que personnellement, je ne connais pas encore Gabrielle, donc si elle peut se présenter en 2-3 mots, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle Fournet. Donc, je suis en thèse actuellement à Neurospin au CEA de Saclay. Auparavant, j'ai fait une école d'ingénieur, l'ESPCI à Paris. Et j'ai également fait une année de Master 2 pour me spécialiser en imagerie médicale, le Master 2 de physique médicale à Orsay. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une application potentielle de l'imagerie IRM-IVIM au diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui touche principalement des personnes âgées de plus de 65 ans. Les premiers symptômes sont en général des pertes de mémoire qui évoluent en une perte progressive de la capacité de penser, d'apprendre et de vivre de façon indépendante. Et en général, l'espérance de vie après diagnostic est de 4 à 8 ans. En réalité, avant que les symptômes cliniques se développent, en général, des processus sont déjà en marche à l'échelle biologique, notamment des agrégats anormaux de protéines qui forment des plaques amyloïdes et ensuite, dans un deuxième temps, des agrégats de la protéine tau. Les premières plaques amyloïdes que l'on peut voir sont en général observées au niveau des capillaires sanguins. Vous pouvez voir ici en bleu sur les images de microscopie multiphotonique avec les plaques en magenta. Et vous pouvez voir l'évolution du nombre et de la surface de ces plaques avec l'évolution de la maladie et du temps. Et en fait, quelles sont les conséquences de la formation de ces plaques au niveau des capillaires sanguins? Donc, par exemple, sur le schéma de gauche, de la figure qui est plutôt vers le bas, vous pouvez voir un capillaire normal. Donc, le flux est constant et la paroi des vaisseaux est assez faible, ce qui permet un transfert efficace des nutriments et du dioxygène vers le tissu cérébral adjacent. Alors que dans le cas d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, des plaques se forment au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui perturbe énormément le flux sanguin et l'épaisseur de la paroi est maintenant beaucoup plus grande, ce qui fait un transfert moins efficace des nutriments vers les neurones. Donc en conséquence, les neurones sont moins bien approvisionnés en nutriments et en oxygène. Ils finissent par perdre leur connexion avec le réseau neuronal et par mourir, ce qui donne lieu à une diminution de la masse cérébrale qui est observée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, comment est réalisé le diagnostic aujourd'hui ? En France, on fait ce qu'on appelle une consultation mémoire, qui comprend un entretien avec le patient pour évaluer les antécédents médicaux, ensuite un examen clinique avec notamment des examens physiques et neurologiques. Et quand ces tests sont concluants, on effectue également des examens paracliniques pour exclure potentiellement d'autres maladies, en général avec une analyse de sang et une imagerie morphologique par IRM ou tomodensitométrie. Mais l'utilisation systématique de techniques d'imagerie n'est pas conseillée en routine clinique, notamment parce que les experts pensent que les examens cliniques sont déjà assez performants et que l'accès aux techniques d'imagerie est en général assez limité. Pourtant, l'imagerie pourrait jouer un rôle prépondérant, notamment dans le diagnostic précoce, avant même que les symptômes cliniques ne se développent. Par exemple, l'IRM anatomique permet de mesurer l'épaisseur corticale, ce qui permet de montrer une atrophie cérébrale qui est présente dans un stade précoce dans la maladie d'Alzheimer. La technique d'ASL, marquage de spin artérielle, permet aussi de mesurer l'atrophie cérébrale, mais également les zones hypoperfusées, où le flux sanguin cérébral, CBF, est diminué pour les sujets atteints de la maladie d'Alzheimer. On peut aussi utiliser la tomographie par émission de positrons, notamment la TEP-au-FDG pour fluorodésoxyglucose, qui permet de montrer un hypométabolisme dans les patients atteints de la maladie d'Alzheimer par rapport au sujet sain. Et une technique aussi intéressante, la TEP-PIB. Le PIB est un radioligand qui vient se fixer sur les plaques amyloïdes et qui permet d'évaluer, de les montrer, de les visualiser sur les sujets atteints de la maladie d'Alzheimer. Mais moi, je vais vous parler d'une autre technique qui n'a pas encore été appliquée à l'étude de la maladie d'Alzheimer, qui est la technique IRM-IVIM. Donc IVIM, c'est pour Intravoxel Incoherent Motion.
aux mouvements incohérents à l'intérieur du voxel. Donc, ça vient du fait que les spins des molécules d'eau qui sont présentes à l'intérieur des capillaires sont entraînés par le flux sanguin et leur parcours à travers ce réseau va avoir un mouvement incohérent. Et on appelle ce phénomène aussi mouvement de pseudo-diffusion, contrairement à la diffusion qui est un mouvement libre, mouvement brownien des molécules d'eau dans un espace libre. Et donc cette technique permet l'obtention de paramètres de perfusion, notamment la fraction volumique des microvaisseaux sanguins, FIVIM, qui peut être liée au volume sanguin cérébral, CBV, le coefficient de pseudo-diffusion des étoiles. Et quand on combine ces deux paramètres, on peut avoir un paramètre qui est relié au CBF. Donc la technique IVIM est capable de mesurer des paramètres liés aux capillaires sanguins, qui sont les premiers à être affectés par les plaques amyloïdes. C'est donc un bon candidat pour détecter l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser la technique IVIM par rapport aux autres techniques. Notamment, c'est une technique qui est non invasive, car elle utilise l'IRM. Il n'y a pas besoin d'injecter d'agent de contraste. Elle est très facile à implémenter à partir d'une séquence standard pondérée en diffusion. Et elle permet à la fois d'avoir des paramètres quantitatifs de diffusion et de perfusion. Par rapport à la TEP, c'est une technique assez économique. En général, un examen IRM coûte environ 300 €, comparé à 1 200 € pour la TEP. Il existe plus d'IRM que d'imageurs TEP dans les hôpitaux. Et il n'y a pas besoin d'injection intraveineuse d'agents de contraste et pas d'exposition à la radioactivité. Comparé à la technique d'ASL, qui est une technique un peu compétitive de l'IVIM pour la perfusion, l'IVIM permet la mesure à la fois du CBF et du CBV, contrairement à seulement le CBF pour l'ASL. Elle permet de mesurer des flux lents. Le taux d'absorption spécifique est plus faible, ce qui fait qu'elle est plus adaptée à des mesures répétées ou un suivi longitudinal, et également à des patients fragiles tels que les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc la technique IVIM a le potentiel de devenir une technique compétitive pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, comment est obtenu le signal IVIM? Donc le signal total qui est acquis pendant une séquence pondérée en diffusion peut être décomposé en deux parties. On a une composante de diffusion et aussi la composante IVIM qui est présente seulement aux petites valeurs de B. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fit la composante de diffusion pour les grandes valeurs de B, où la composante IVIM n'est pas présente. On extrapole ce modèle, et ensuite on le soustrait au signal total. Et comme ça, il ne reste que la partie IVIM. Ensuite, le modèle standard du signal IVIM est en fait un modèle mono-exponentiel. Cependant, récemment, nous avons montré un autre modèle bioexponentiel peut mieux décrire les données à petit temps de diffusion. Et ce modèle tient compte de deux groupes de vaisseaux sanguins. On a une composante lente caractérisée par F slow et D étoile slow, qui correspondrait au modèle standard, donc au capillaire sanguin, et une composante rapide caractérisée par F fast et D étoile fast, qui peut être liée à des vaisseaux plus larges comme des artérioles et vénules. Et nous pensons que ce modèle qui permet la séparation de deux groupes de vaisseaux sanguins pourrait permettre de voir des effets à différents stades de la maladie, puisqu'on pense que les capillaires vont être touchés en premier et les artérioles et vénules un peu plus tard. Donc l'effet qu'on cherche à voir, c'est la formation des plaques amyloïdes à l'intérieur de la paroi des capillaires sanguins. On sait que ça a pour effet une diminution du flux sanguin à l'intérieur des capillaires et des capillaires qui sont moins fonctionnels. Donc on attend que la fraction IVIM diminue et aussi que les paramètres les coefficients de pseudo-diffusion des étoiles slow et des étoiles fast diminuent également et que la partie slow soit plus affectée que la partie fast. Donc des étoiles slow diminuent plus rapidement que des étoiles fast. Cette différence devrait être de plus en plus marquée avec l'évolution de la maladie. Donc le projet que j'ai proposé, c'est de valider, de mettre en œuvre ça sur un modèle de souris transgénique de la maladie d'Alzheimer, de la lignée APPPS1 C57 Black 6, en utilisant un IRM Bruker à 11,7 Tesla et une cryosonde qui nous permet d'avoir un SNR plus important qu'une sonde à température ambiante.
et donc de réaliser une étude longitudinale en scannant des souris APPPS1 et des souris contrôle à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois. Parce qu'on sait que dans cette lignée, les plaques amyloïdes commencent à se développer aux alentours de 6 mois. Elles deviennent abondantes dans le cortex et l'hippocampe vers 9 mois et leur nombre augmente encore jusqu'à 12 mois. Donc on va essayer de voir à quel temps, à quel âge on arrive à détecter cette maladie avec la technique IVIM. Donc pour cela, on va faire des acquisitions IVIM avec les paramètres que vous pouvez voir ici. On va aussi acquérir des images pondérées T2 étoiles, notamment, par exemple avec la séquence multigradiente écho MGE, pour avoir des images anatomiques et pouvoir ensuite normaliser les images IVIM sur les images pondérées T2 étoiles pour pouvoir les comparer avec un template et faire des ROI de façon standardisée sur les différents animaux. Après, si dans la suite du projet, on pense aussi à faire éventuellement des images pondérées T2 étoiles, mais en ex vivo, pour montrer la présence des plaques amyloïdes et valider les zones identifiées avec la technique IVIM, ou aussi comparer avec la technique standard qui est l'histologie, notamment par exemple un marquage à la thioflavine S, qui est un marqueur direct des plaques amyloïdes, comme vous pouvez le voir sur les images de microscopie de fluorescence. Et ensuite, après validation de cette technique sur un modèle de souris, elle serait facilement transposable en clinique parce que c'est facile d'implémenter la technique IVIM, parce que les séquences pondérées en diffusion est déjà disponible sur beaucoup d'imageurs cliniques. Et en plus, elle est déjà utilisée en routine clinique pour écarter la possibilité d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Ensuite, pour l'analyse des données, elle serait facilement intégrable au logiciel Oleasphere parce qu'elle est déjà utilisée, la technique IVIM, pour d'autres applications, l'ORL, la prostate, le rectum. Et modification simple pourrait être faite juste pour ajouter le modèle IVIM exponentiel. Et enfin, le potentiel de la technique IVIM a été reconnu par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux qui a donné son accord pour l'utilisation des modules de post-traitement des données IVIM de Oleasphere aux États-Unis. Donc ce projet pourrait donner lieu à une avancée dans la détection précoce de la maladie d'Alzheimer qui serait facilement transposable en clinique. Donc je voudrais remercier tous mes collègues à Neurospin, Louisa, Denis, Benoît, Erwan, Boussif, et bien sûr Olea Medical pour m'avoir choisi pour ce prix. Le montant n'est pas forcément très gros, le chèque est très très gros. Oui. Voilà, toutes mes félicitations. C'est bien mérité. Bravo, c'est qu'il faut mettre en avant. Donc, vous l'avez compris, on va aider les jeunes, c'est que le début. Alors on va les aider comment? On va les aider avec une nouvelle plateforme. Cette nouvelle plateforme, je vous l'ai dit en avance de phase parce qu'elle n'existe pas encore officiellement, mais bien sûr qu'elle existe. Alors, elle s'appelle Olea Infinite. Alors, officiellement, je vais commencer à en parler à l'ECR, mais je vous le dis déjà maintenant. Alors, cette plateforme Olea Infinite, c'est un Software Development Kit qui est vendor agnostique, ce qui n'existe pas ailleurs. Ailleurs, ce n'est pas vendor agnostique. Si vous prenez Frontier de chez Siemens au hasard, ça ne marche que pour Siemens, pas pour les autres. Nous, ça marchera pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous aurez dans cette plateforme? C'est une boîte à Lego dans laquelle vous aurez accès à tous les Lego qu'utilisent mes ingénieurs pour développer nos propres logiciels. Vous n'en aurez pas moins, vous aurez exactement la même chose. Si vous voulez en savoir plus, vous passez sur notre stand, mais surtout rendez-vous à la prochaine ECR. Et certains d'entre vous, parce qu'on va choisir une vingtaine de gros CHU à travers le monde, pourront commencer à le tester. Alors, petit détail, ça vaut 200 000 € chez Siemens, ça vaut 0 € chez Olea Medical. Parce que la recherche, il faut l'aider et pas la facturer. Voilà, donc maintenant, j'appelle la suivante, Aude Pavila de Rennes, s'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour à tous. En attendant. Donc je vais me présenter peut-être en attendant. Oui, s'il vous plaît. Donc je suis donc doctorante à l'Université de Rennes, co-encadrée au CHU de Martinique. Et donc je travaille de même donc, sur l'IVIM appliqué donc, à l'accident vasculaire cérébral. Donc, je vais vous présenter donc, le projet sur lequel on va travailler. Donc, c'est le projet CICIVIM. CICIVIM, donc, c'est l'acronyme de Cerebral Ischemic Stroke IVIM, qui est lui-même donc, l'acronyme Nitravoxel Incoherent Motion. Donc, le projet CICIVIM va porter essentiellement donc, sur l'accident vasculaire cérébral, donc l'AVC, qui, on rappelle, donc, est une priorité de santé en France. Pour rappeler quelques chiffres, environ 130 000 cas sont recensés chaque année, avec 40 000 décès donc, qui sont associés. L'accident vasculaire cérébral donc, reste la première cause de décès chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. En 2010, d'ailleurs, un plan national a été mis en place d'une durée de 4 ans, visant donc, à réduire la mortalité donc, due à l'AVC et aussi donc, l'handicap qui peut faire suite à un AVC. Les enjeux de l'imagerie dans la prise en charge de cette pathologie, qui, le rappelons, est une pathologie d'urgence, sont importants parce que le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral est établi sur les résultats d'imagerie. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est la plus performante pour pouvoir donc, détecter les lésions, le scanner étant réalisé donc, en cas d'indisponibilité de l'IRM. Donc, l'IRM permet de faire un diagnostic différentiel entre l'AVC hémorragique, qui représente environ 15% des cas, et l'AVC donc, ischémique, qui représente 85% des cas, appelé aussi infarctus cérébral. Donc, dans le projet CICIVIM, on va s'intéresser essentiellement donc, à l'accident vasculaire cérébral ischémique, donc le plus fréquent. Donc, l'origine de l'accident vasculaire cérébral provient de l'obstruction d'une artère par un embole qui peut provenir donc, du détachement d'un morceau de plaque athérome ou encore d'un caillot qui est passé dans la circulation, donc dans une des artères cérébrales, donc moyenne, postérieure ou antérieure. Donc, il va en résulter justement une modification de la perfusion parce que l'embole au niveau de l'artère, va provoquer donc une diminution donc de l'apport du flux sanguin et donc du nutriment et du dioxygène, donc ce qui peut entraîner donc une nécrose des tissus cérébraux. Le diagnostic donc de l'AVC s'établit donc à partir d'un bilan clinique, donc le score NIHSS, donc est établi donc par les neurologues, et couplé à un bilan donc radiologique avec un accès priorisé à l'IRM. Donc les traitements, dans le cas où le bénéfice sur risque donc l'emporte est favorable pour le patient, le traitement a pour objectif de déboucher au plus vite l'artère occluse. Donc 2 types de traitements possibles, soit donc la thrombolyse par voie intraveineuse avec administration de thrombolytiques ou la thrombectomie donc mécanique qui est en plein essor en ce moment. Le protocole d'AVC donc standard se réalise donc en IRM d'urgence pour une durée totale d'environ 10 minutes. Elle est basée sur la réalisation donc, d'un set de séquences classiques et standards. Donc la séquence de diffusion, donc, qui est la première séquence effectuée avec 2 facteurs de pondération, les valeurs B, qui, on le rappelle, donc, ce sont des valeurs qui permettent de sensibiliser le signal à la diffusion. Donc on utilise 2 valeurs de B, donc B0, B1000 en général pour l'application AVC. La lésion est repérée donc, sur les images de diffusion brute par un hypersignal donc, qui est corrélé donc, sur la cartographie donc, de coefficient d'ADC, donc coefficient de diffusion apparent, par une restriction justement de ce coefficient. Donc la diffusion est utilisée car elle permet un diagnostic donc, assez précoce et une identification assez précoce de la lésion. La deuxième séquence utilisée, c'est la séquence T2 étoile, donc, qui permet de faire un diagnostic différentiel entre l'accident vasculaire hémorragique et l'accident donc, vasculaire ischémique et qui permet aussi d'éliminer donc, la possibilité d'une transformation hémorragique d'un accident vasculaire ischémique. La troisième séquence effectuée, donc, c'est la séquence FLAIR, donc, qui permet de dater l'irruption des premiers symptômes. L'autre séquence réalisée, donc, c'est l'angiographie RM avec la réalisation d'un 3D TOF qui permet d'évaluer la perméabilité donc, des vaisseaux intracrâniens et aussi donc, de localiser l'occlusion. Et enfin, la dernière séquence utilisée, donc, c'est une séquence de perfusion. Donc, initialement, la perfusion a été mesurée donc, à l'aide d'une séquence DSC, donc, qui a été présentée donc, par Todd Parrish tout à l'heure, donc, qui vise à effectuer donc, un contraste par susceptibilité donc, magnétique en administrant un agent de contraste, en général des chélates de gadolinium.
Cependant, pour certains patients, donc les insuffisants rénaux ou encore des patients donc pour les allergiques, donc il y a des contre-indications de cette séquence. Et plus récemment, donc une autre séquence, donc l'ASL pour Arterial Spin Labeling, a été développée. Et cette séquence ne nécessite pas l'injection de produits de contraste, mais utilise les spins artériels comme un agent de contraste endogène. Donc c'est une méthode par marquage de spin. Donc, le couplage des données de diffusion, d'IRM de diffusion et de perfusion permet d'évaluer donc ce qu'on appelle la zone de pénombre ou la pénombre ischémique. Et on introduit donc le concept de mismatch diffusion-perfusion. À quoi correspond la pénombre ischémique? Il s'agit donc d'une zone d'hypoperfusion sans risque de nécrose. Donc elle indique, sa détermination est vraiment importante parce qu'elle indique les tissus potentiellement récupérables et sa détermination permet d'aider, de guider la prise de décision quant à un traitement. En absence de recanalisation, il est à noter que la zone de nécrose, en rouge donc sur le schéma, va s'étendre et donc la nécrose va s'étendre de façon irréversible au tissu si rien n'est fait pour recanaliser. Donc actuellement, donc le mismatch IVIM, le mismatch IRM, donc qui est fait donc de façon conventionnelle, diffusion-perfusion, repose sur la réalisation de deux séquences distinctes, donc une pour la diffusion, une pour la perfusion. Donc c'est ce qui est fait actuellement en clinique. Dans ce projet, donc le projet CCV, donc proposé à Oléasphère, donc l'innovation proposée, ce serait de réaliser le mismatch à partir d'une unique séquence. Comment le faire? Donc il existe justement une technique, donc l'IVIM, donc qu'on a vu dans la présentation précédente, donc qui permet de mesurer de façon simultanée, de caractériser de façon simultanée la diffusion et la perfusion. Donc l'idée est la suivante, pourquoi ne pas faire donc un mismatch en une seule séquence, 2 en 1, avec la diffusion et la perfusion mesurées par une seule séquence, ce qui serait un gain de temps considérable, rappelons-le, dans le cas de l'AVC, qui est une pathologie traitée en urgence. Donc ce projet est le fruit d'une collaboration entre donc, le CHU de Martinique et le laboratoire donc, LTSI donc, à Rennes. Donc, ce projet repose sur la méthodologie donc, IVIM, donc Intravoxel Incoherent Motion, qui est basée sur l'utilisation donc, de la seule séquence de diffusion, qui est largement donc, répandue en pratique clinique. Et cette séquence de diffusion, donc, dans la séquence de diffusion, le signal est sensibilisé donc, à la diffusion avec les facteurs B, donc, qui vont tenir compte de l'amplitude des gradients, du temps d'application des gradients et de l'intervalle de temps entre les deux gradients de diffusion, avec la séquence classique de diffusion. Et donc, le signal total peut être, donc, ce qu'on voit sur le schéma, donc, il peut être modélisé avec 2 composantes exponentielles. Donc, une composante aux valeurs plutôt modérées et élevées de B qui correspond à la composante de perfusion. Donc, c'est la composante en bleu sur le schéma. Et une composante associée donc, à la perfusion. Donc, c'est la composante en rouge qui est valable donc, pour les faibles valeurs de B. Donc, je vous ai donné quelques exemples d'images donc acquises avec différents facteurs de pondération B. Et donc la présence de cette composante perfusive, donc mono-exponentielle, dans un premier temps, donc repose sur les hypothèses du modèle IVIM, qui suppose que le réseau vasculaire, donc au niveau des capillaires, est assez tortueux, de telle façon à ce que la diffusion donc, des spins de l'eau du sang soit considérée comme étant isotrope et aléatoire, donc mimant un mouvement de pseudo-diffusion. Donc on a, pour caractériser donc, la perfusion dans le modèle de l'IVIM, 2 coefficients paramétriques, le coefficient de pseudo-diffusion, D étoile, et la fraction de perfusion, F, qui représente justement la fraction de signal incohérent provenant du réseau vasculaire à l'échelle du voxel. Donc un ajustement biexponentiel du signal dans le modèle donc, classique de l'IVIM est réalisé avec une composante, donc la première qui correspond à la composante perfusive et la deuxième composante qui correspond à la composante diffusive. Donc je vous ai donné aussi donc, des cartographies. Donc les cartographies donc, peuvent être réalisées. Donc elles sont issues du module Oléasphère, justement, donc, que nous avons acquis. On peut acquérir donc, des paramètres quantitatifs, le coefficient de diffusion, la fraction de perfusion et le coefficient de pseudo-diffusion des étoiles pour la perfusion. Le déroulement du projet CCVIM, donc le projet CCVIM va s'appuyer donc, sur une étude clinique sur les accidents vasculaires cérébraux. Donc il y a un PHRC donc, qui a été local, qui a été validé, avec la problématique générale suivante: peut-on estimer la pénombre ischémique à partir d'une seule et même séquence, la séquence IVIM? Avant de pouvoir répondre à cette question, à cette problématique plus générale, une problématique intermédiaire donc, se pose, et c'est la suivante, est-ce qu'on peut mesurer de façon précise une hypoperfusion avec l'IVIM?
Donc avant de se lancer dans le projet CICIVIM, on a fait donc une petite étude préliminaire justement sur le sujet sain avec un challenge d'hyperventilation. Donc c'est un challenge qui est connu pour induire une hypoperfusion. Donc les résultats ont déjà été démontrés avec plusieurs modalités d'imagerie et récemment avec l'ASL. Donc, on a quelques résultats donc, concernant cette étude préliminaire, donc le challenge d'hyperventilation qui a été réalisé donc, sur une IRM 1.5 Tesla avec 10 sujets sains. Donc, le challenge d'hyperventilation consistait dans un premier temps à laisser le sujet respirer de façon normale, puis à hyperventiler, donc avec un rythme imposé. Et pendant ce challenge, donc les paramètres respiratoires ainsi que la pression partielle en dioxyde de carbone, donc gage d'une hypoperfusion, donc a été monitoré de telle façon à s'assurer que le challenge reste efficace pendant toute la durée de l'acquisition. Donc la séquence IVIM a été donc optimisée, donc dans un premier temps les paramètres géométriques pour permettre donc un signal rapport sur bruit donc suffisant pour réaliser des cartographies ou une analyse par région d'intérêt. Et enfin, le choix des valeurs de B aussi a été optimisé en utilisant donc la théorie de la limite inférieure de Kramer-Rao, donc qui vise à minimiser les incertitudes sur la détermination des paramètres à la fois de diffusion et de perfusion. Donc pour chacun de ces 10 sujets, donc 3 séquences ont été effectuées. Donc une première, donc une IVIM optimisée à 7B, B variant de 0 à 1000. Une deuxième, donc l'ASL, donc qui durait 4 minutes 28, donc l'IVIM 4 minutes environ. Et une troisième séquence, une 3D donc T1, pour des fins de segmentation. Donc les méthodes donc IVIM et ASL ont été choisies parce qu'elles ne nécessitent pas donc d'injection de produits de contraste et donc elles sont non invasives. Donc quelques résultats donc, de cette première étude préliminaire par analyse de région d'intérêt. Dans la substance grise, donc, je vous ai montré donc, sur la première ligne donc, quelques images brutes de signal d'IVIM brut donc, pour différentes valeurs de facteurs de pondération en conditions normales et d'hyperventilation. Donc, je vous ai présenté aussi donc, les résultats donc, d'un sujet, donc à droite, où on voit qu'il y a une diminution dans la fraction de perfusion. Donc, la fraction de perfusion donc, peut être reliée à des paramètres index donc, connus en perfusion, donc, au moins pour le sujet sain. Donc, la fraction de perfusion donc, est reliée au volume sanguin cérébral. On a vu aussi une diminution de D étoile et de FD étoile, donc, obtenue donc, par multiplication scalaire de la fraction de perfusion et du coefficient de pseudo-diffusion. Et ce dernier paramètre, FD étoile, peut être relié, donc sous certaines conditions également, au moins chez le sujet sain, au débit sanguin cérébral ou CBF. Et on voyait que le challenge d'hyperventilation concernait essentiellement donc, la perfusion et la diffusion n'était pas modifiée. Donc moyenné sur les 10 sujets, le constat est le même. Donc je vais me focaliser essentiellement donc, à présenter les résultats de FD étoile qui sont reliés donc, au CBF ou débit sanguin cérébral de l'ASL. Donc on a vu sur 4 régions d'intérêt étudiées donc une diminution significative de la perfusion dans les 4 régions d'intérêt étudiées donc, avec l'IVIM, et tandis que l'ASL, donc on retrouvait les résultats de la littérature, c'est-à-dire une diminution également du débit sanguin cérébral, des conditions de normoventilation à l'hyperventilation, et ce moyenné aussi sur les 10 sujets. Donc une petite conclusion donc, préliminaire sur cette étude. Donc on a vu qu'il était faisable et possible de mesurer de façon quantitative une hypoperfusion donc avec une séquence IVIM, avec un challenge d'hyperventilation qui mimait justement les conditions d'une hypoperfusion dans le cas d'un AVC, par exemple. La deuxième partie et la dernière partie de cette étude préliminaire donc, a porté sur justement l'amélioration du modèle de diffusion avec la prise en compte de la diffusion non gaussienne. On a incorporé donc, un modèle, donc le modèle de Kurtosis. Il y a plusieurs modèles, mais on a choisi le modèle de Kurtosis qui est plus robuste parce qu'il y a moins de paramètres à déterminer dans l'IVIM. Et la séquence qu'on a obtenue, c'est une séquence donc, DKI IVIM, donc Diffusional Kurtosis Imaging IVIM. On a utilisé donc, pour cela 8 sujets sains. On a fait subir le même challenge d'hyperventilation. Cette fois-ci, on a ajusté donc, le signal avec le modèle de Kurtosis qui fait intervenir donc, un terme supplémentaire dans la partie donc, diffusive avec l'introduction d'un facteur de Kurtosis donc, qui va être relié donc, aux paramètres donc, du tissu. Donc, ce facteur de Kurtosis permet d'être un reflet de l'hétérogénéité des tissus et qui permet de caractériser un peu mieux donc, la diffusion et donc son impact sur la perfusion. Cette fois-ci, donc, uniquement 2 séquences ont été réalisées. Donc, une IVIM optimisée, cette fois-ci avec 8 valeurs, parce que la diffusion non gaussienne demande donc, des valeurs de B donc, plus élevées. Donc, on a été jusqu'à 1500. Donc, pour une durée de 4 minutes 06 et une séquence T1 pour la segmentation, parce qu'on a étudié donc, 2 régions d'intérêt, donc thalamus et cortex.
Donc quelques résultats, donc je vous ai présenté donc à droite donc les ajustements, et on voyait que l'ajustement avec la méthode DKI VIM était beaucoup plus approprié que la méthode avec uniquement l'ajustement biexponentiel. En termes de résultats aussi sur les paramètres quantitatifs de perfusion, basés sur la vérité terrain, on sait que lors d'un challenge d'hyperventilation, il y a diminution de la perfusion. On a observé donc pour chacune des rois des régions d'intérêt. Donc en bleu, c'est le modèle biexponentiel. En rouge, le modèle où on a incorporé donc, le kurtosis dans le modèle donc, IVIM. On a observé donc, qu'il y avait une diminution significative de la fraction de perfusion uniquement dans le cas où on incorporait donc, le modèle de kurtosis dans l'IVIM. La diminution n'était pas significative avec le modèle biexponentiel. En contrepartie, pour le paramètre F d'étoile donc lié au débit sanguin cérébral, on avait donc, pour les deux modèles une diminution significative de ce paramètre. En conclusion, donc rapide, totale de cette étude préliminaire, donc, on a montré qu'il était possible d'obtenir une mesure quantitative d'une hypoperfusion avec une séquence donc, IVIM où on incorpore donc, le modèle de kurtosis pour mieux caractériser la perfusion, et ce en 4 minutes, ce qui est compatible avec les temps cliniques, les temps et les contraintes cliniques, avec en plus l'acquisition d'un facteur de kurtosis qui permet donc de caractériser au mieux la cellularité au niveau des tissus. Donc le projet CICIVIM, donc pour terminer rapidement, donc on a appliqué donc sur un patient, donc c'est un projet en cours donc qui a lieu en ce moment. Donc on a pu avoir la semaine dernière donc un patient, donc un résultat préliminaire donc sur un cas d'AVC ischémique où on a ajouté la séquence, donc 4 minutes et 6 secondes. Donc les cartographies IVIM qu'on a obtenues donc pour la diffusion sont présentées ainsi que pour la perfusion. Et l'idée, c'était de comparer donc, le mismatch. On revient à l'idée principale du projet CICIVIM, de comparer donc, le mismatch classique obtenu avec l'ADC, B0, B1000, où il y a la restriction de diffusion, et l'hypoperfusion, donc on a étudié cette fois-ci avec l'ASL, au mismatch obtenu avec la seule et unique méthodologie, donc IVIM. Donc on a obtenu, donc on voit quand même sur le mismatch 2 en 1 obtenu avec la méthodologie donc IVIM, qu'on arrive à mettre en place, en évidence, donc tout comme le mismatch classique, une zone de pénombre, donc du coup des tissus potentiellement récupérables. Si on compare les durées, donc on rappelle le mismatch IVIM, donc 4 minutes 06 contre 2 minutes pour la diffusion, plus 4 minutes 28 pour la perfusion ASL. Donc, en conclusion, donc, il semble se profiler donc, une possibilité donc, d'établir un mismatch avec une unique séquence IVIM, avec un temps compatible avec les contraintes cliniques et de surcroît avec l'estimation d'un coefficient de kurtosis qui permet donc, de refléter l'hétérogénéité des tissus. Donc les perspectives seraient de continuer donc, cette étude clinique à une échelle un peu plus grande, donc en tirer des résultats un peu plus intéressants et comparer donc, les extensions des zones de pénombre ischémique obtenues de façon conventionnelle et IVIM, et pourquoi pas donc, amener un développement futur de ce projet. Donc l'équipe de ce projet donc, est organisée autour du CHU de Martinique et du laboratoire donc, LTSI donc, de Rennes, que je remercie. Et je remercie aussi Oléa donc, pour cette opportunité de pouvoir continuer le développement de ce projet qui sera une bonne opportunité pour l'implémentation en clinique. Et qui est un très beau projet. Merci. Alors, on va faire un peu vite, on fera des photos à la fin. Je vous remets le chèque que vous méritez et pour ce super travail. Alors, sorry, we are a little bit late. Sotirios, please. So, thank you very much. First, I would like to thank the jury for selecting our work, and then Olea Medical for giving us the opportunity to present this work in front of this very nice audience here in this nice congress in Paris. So may I start in the meantime? Yeah, yes. Okay. Sorry. So actually, I would like first to start with a rationale behind our project. And it is quite true that morphology is a very powerful and robust technique for delineating gliomas and, of course, staging at the very early presentation in our departments. But there are certain drawbacks in the method, and your
all aware of that. So our rationale was, and our actual aspiration is to overcome these limitations by implementing new techniques. One of them in that case is the diffusional kurtosis, which essentially refers to the non-Gaussian distribution of the signal and of the water molecules motion in the high B values. And the other thing it was to enhance this nice technique or this powerful technique by support vector machine, which is support vector machine, which is essentially a technique of artificial intelligence. So out of the kurtosis, we aim at obtaining more biomarkers. In that stage, not only for just the plain rough classification between grade 2 and grade 3 gliomas, but going into details and defining the molecular status of the gliomas, which is the decisive factor for the patient survival. And in that case, we have also to admit that if you go back to the literature and you see the first evidence on these advanced techniques, we have actually rather small cohorts of patients, and the conclusions are not very robust, and maybe they're not reproducible in your institution. So in order to overcome that, because I fully acknowledge that it is hard to acquire large cohort patient data, then we implemented support vector machine, which actually is designed to be trained on small patient cohorts and then extrapolate the results on larger ones with high accuracy. This is a very characteristic example of the unspecificity that we actually confront every day when we encounter the morphological images. This is a low-grade glioma, but may I remind you that 1/3 of these gliomas, of the non-enhancing gliomas, are high-grade one. Then you see a pretty much benign or semi-benign entity, which is an oligodendroglioma, benign in terms of prolonged survival. But it shares features of a glioblastoma. And the last thing is the diffuse glioma, what actually here is harbored probably a focus of malignancy, but it's hard to find using conventional imaging. So the proposed methodology, again, just was to exploit the potential of current and, if possible, quantitative MRI by employing second and third order statistical features as possible biomarkers. Now, what I mean with second and third order is something, or let me explain you what is the first order. The first order is what you probably do in your daily practice, drawing an ROI or a VOI around the tumor and extracting the mean value, the standard deviation, the maximum, or possibly the histograms. Now, the second and the third order statistical features are related to the texture analysis, and I will come here in a while. Then we build a machine, let's say, and with using moderate size cohorts, we semi-automatize the diagnosis and using that artificial intelligence, in that case, support vector machine. What is texture analysis? I will just try to give you a very brief description, going back into the basics. And it's actually an ongoing field of research, very fascinating one, with applications ranging from the segmentation of the lesion, as well as to differentiation between pathological and healthy tissue in different organs. Now, the texture analysis may then give you an impression, in glimpse, what is that? It's a very nice, just very basic analysis or visualization of what is texture. Is actually the morphology of the patient, in that case of the tumor, but in taking into account the likelihood in the neighboring structures to have certain signal intensities. So very roughly, if we have the smooth images, that we have the smooth texture in our life, we have the rather roughy one or the very bumpy one. And this is, for example, the case here, which is you see that there are small bumps around the image. This is actually a second and a third order analysis of a very
usual SWI image, like here. Now, we use for this reason image filtering, and then we measure the local variability of the intensity values of the pixels. So in that case, in mathematical terms, a smooth texture means that the range of the values around a pixel is actually of a small extent. Whereas when we have a rough texture, then we have bigger, higher standard deviations of pixels in the neighborhood. Now, let's go to the second part. What is support vector machine? Well, in that case, we have the holy grail, let's say, in our profession, is to have the highest diagnostic accuracy by eliminating the false positive results as well as the false negative. So in that case, if we assume that we have a very clear distinction between the positive and the negative samples, we now first introduce all possible biomarkers into the program, into the algorithm, and we try to delineate a virtual boundary between the true positive and the true negative. So this virtual boundary is the hyperplane, and we train the machine in order to have a very distinct discrimination between the two sample populations. Now, it is, of course, not always 100% accurate, but it's a very efficient method to work with small or moderate size cohorts. In that case, we aim at correct classification of the two lesions, here presented with question marks. And of course, we have actually the borderline regimes here depicted by dashed lines, where, of course, the model reached its limitation. Why did we actually deal with isocitrate dehydrogenase mutation? Because it's a decisive factor for the patient survival in patients with gliomas. And of course, the conventional histological grading has moderate predictive value, whereas the new molecular markers have much more importance on patient therapy tailoring as well as on this decision tree. And you see that, for example, here, the IDH has been implemented into the therapeutic decision trees in the modern neuro-oncology. Maybe the second question from your side, why did we choose the kurtosis and or in general the diffusion principles? There is some evidence out there for the combination of conventional MRI and diffusion properties of the tissue, and there is some evidence that it correlates, or it may correlate, with the IDH1 and 2 mutations. Quite possible, because this is based on the first results that showed that the IDH mutant tumors have higher cellularity than the wild-type ones. We tried to extend a little bit that by measuring the mean diffusional kurtosis, which will theoretically better depict the cellularity in the tumors than the plain and lump diffusion metrics. For this reason, we went for a simplified method. We didn't want to make it very, just wanted to test the robustness. And we used a model that it is non-tensor derived. And this, of course, adds a lot of computational simplicity. We were based on this feasibility study on 37 patients, and we acquired diffusion sequences with here 5 p-values ranging from 0 to 2100. And the image registration was performed using automatic optimized 3D registration. You see now a mean diffusional kurtosis map, and you see here 9 out of the 54 biomarkers that we used or we derived performing texture analysis. So these are here, for example, the Gaussian response, the edge filter response on 3 scales, and so on. They are kind of weird images, I admit, but they have lots of information which are very useful when we perform now the support vector machine. Using that, and
you see here the index of each biomarker. We found that the 11th, the 14th, the 42nd, and the 77th biomarker had a very nice discriminative power between the IDH mutant and the IDH wild type tumors. Now, if we sum up our results, then I will start with the lower here row, where it's actually the B density refers to just 4 intensity biomarkers out of the FLAIR image. We don't encounter diffusion kurtosis, we just take a FLAIR image. Of course, we acknowledge the limitations. We want to go a step beyond that and do texture analysis on FLAIR, and we have an accuracy of 81%, a very moderate area under curve. Now, if we now perform texture analysis using 54 biomarkers, we have an accuracy of 83%. And if we eliminate this number of biomarkers into 4, then we have the same accuracy. So if you wonder why should you eliminate this whole range of biomarkers into a very tiny amount of them, it's because it is computational very easy. So these results, taking into account 4 biomarkers, requires a computational time of 1 minute. Now, the conclusion is that the mean diffusional kurtosis should be encountered by once more in our clinical practice as a potential biomarker for non-invasive in vivo IDH mutation. Now, we have a very promising 83% accuracy rate for non-invasive IDH mutation, and we have now eliminated into a small group of biomarkers offering a very rapid analysis. Well, I think that we have great perspectives for that, and of course, we have probably in our future to move and to shift from just analyzing morphology into going in second or third order statistical analysis. Well, you mentioned before that we have to think outside the box, but in that case, we have to go back into the box because it's something that you cannot perform that using your visual properties. You cannot perform it so on. The point is not to be a black box. The point is for us to have influence and to decide which are the parameters that are coming in, to also to test the potential of this method, also to test the plausibility of what is coming out. So I would like to thank you very much for giving me the opportunity to present my results. Thank you.